say tears for me, tears for me, tears for me. Oh, I never seen anybody do the things you do before. They say tears for me, tears for me, tears for me. Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable. Portrait ce matin d'un sportif dont l'âme, son truc, ce sont les trails. Fabrice Huré est là où on ne l'attend pas. Souffrant d'une insuffisance rénale, ça fait 25 ans qu'il est soumis à des dialyses. Un parcours qui force le respect que l'on va tâcher de raconter en 40 minutes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. Vous aviez carte blanche pour être entouré ce matin avec nous. Ce matin, Pascal Lenné. Bonjour. Bonjour, vous êtes un ami d'enfance et artiste dans la vie. Philippe Roland, vous êtes le directeur de la Fondation AUB Santé. Et professeur François Carré, vous êtes cardiologue et médecin du sport. Bienvenue à tous les quatre. Fabrice Huré, on a envie de savoir tout d'abord comment le sport est-il rentré dans votre vie au tout début. Au tout début, le judo, après la danse, après le badminton, qui a été... un long parcours qui m'a amené sur les championnats régionaux et nationaux. D'accord. Et puis après, le foot pour la convivialité avec les copains. On est assez sportif dans la famille ou pas ? Oui, mon frère aussi badminton, ma sœur non, la guitare. Est-ce que vous avez toujours eu l'envie d'en faire un métier ? Est-ce que le sport a toujours eu une place fondamentale dans votre vie ? Toujours, en fait, par la convivialité et le partage. Alors, j'ai pas pu en faire mon métier, mais c'est vraiment... Ça vous a trotté dans la tête ou pas ? C'est vrai que, en fait, j'avais peut-être cette idée d'aller dans l'armée pour l'engagement et puis aussi pour vraiment l'activité que ça procure, quoi. Vous avez fait toute votre vie continuellement, au final ? Oui, c'est ça. Ouais. De quoi il rêvait le gamin qui a grandi à Saint-Main-le-Grand ? D'aventure. Ouais. J'étais fan de Philippe de Dieuleveux, qui était dans l'émission La chasse au trésor. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Ça parle en tout cas à vos trois comparses ce matin. Oui, j'ai toujours espéré qu'on le retrouve et qu'il ressurgit comme ça, quoi. Mais voilà un petit peu à quoi je rêvais. Alors vous étiez déjà copains tous les deux depuis que vous êtes petits. Pourquoi la mayonnaise, elle a pris tout de suite entre vous deux ? Déjà, on était dans la même classe. Voilà, sur les bancs de l'école. D'ailleurs, preuve à l'appui. Voilà. Moi, toujours au centre. Pascal, déjà, on va dire, il était jeune, actif. Et puis, il avait la particularité, pendant les séances de sport, déjà d'être un petit peu en retraite, de par sa pathologie. Et voilà, on a toujours sympathisé, on n'habitait pas très loin. Oui. Ouais. Enfin, c'est sur les bancs de l'école, on s'est connus, et puis on a suivi notre scolarité ensemble au fil de l'eau. Donc, Et c'est quoi le petit caractère des deux garçons que l'on voit plutôt agité, plutôt sérieux Moi, plutôt tout le temps envie de rigoler, envie de m'amuser. Et puis Fabrice, à l'époque, je ne me rappelle plus, sur les bancs de l'école, comme ça, c'est... Il faut dire qu'on a subi aussi, nous, de notre côté, un parcours médical assez atypique et difficile. Vous demander, Et c'est vrai que les anesthésies générales qu'on a pu subir, en tout cas moi, c'est mon ressenti, m'ont fait un peu perdre ces souvenirs d'enfance. En fait. Et à quel moment, justement, vous découvrez votre maladie, Fabrice Huré ? Est-ce qu'il y a un moment précis ? Je découvre la maladie quand je me fais une luxation de genou lors d'un échauffement au foot. Vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. Okay. Et en fait, je vais voir le médecin, l'anesthésiste. Il y avait une prise de sang. Et à la prise de sang, on a diagnostiqué un début d'insuffisance rénale parce que j'avais un taux d'urée anormalement élevé. Alors, c'est assez atypique parce que mon nom de famille, c'est Huré. Et au début, j'ai été suivi dans le cadre de cette insuffisance rénale qui était chronique, mais pas encore en phase terminale. Parce qu'elle est née, pour vous, c'était un peu plus tôt, c'est ça ? Moi, donc, je suis atteint de la mucoviscidose, détectée à ma naissance, donc, c'est-à-dire en 1976, donc ça date un peu déjà. Et en gros, j'ai vécu avec cette maladie jusqu'à aujourd'hui, et puis j'ai aussi... subi entre guillemets toutes les évolutions et tous les traitements qui ont évolué au fil du temps. Donc j'ai testé pas mal de choses pour pouvoir arriver à vivre le plus longtemps possible, jusqu'à ce que un moment je n'arrive plus à respirer et où
j'ai dû passer par une greffe pulmonaire pour pouvoir poursuivre ma vie, en fait, tout simplement. Et justement, je me demandais, Fabrice Huret, est-ce que le jour où vous découvrez votre maladie, est-ce que finalement aussi, Pascal Lenné, c'est aussi une écoute, puisque c'est quelqu'un qui a aussi un parcours Alors nos chemins se sont un peu éloignés, Ouais, puisqu'on c'est a ça. fait notre scolarité plutôt à l'école primaire et collège ensemble. Après, le lycée et puis les études secondaires, Ouais. ça nous a éloignés. Ouais. Et comment on essaye de se construire quand on découvre cette maladie à 18 ans en tant que jeune adulte? Est-ce qu'on arrive à se projeter ou est-ce qu'il y a un moment où on est tétanisé, où on est bloqué? Bah, au début, quand on est en insuffisance rénale non terminale, on est suivi tous les 3 mois ou tous les mois. Bon, c'est un simple suivi, on ne prend pas trop conscience et pleinement conscience de la maladie, où est-ce qu'elle va nous mener. Et quand on arrive en insuffisance rénale terminale, là, c'est compliqué parce qu'on a 2 traitements de suppléance pour continuer à vivre, qui est soit la greffe de rein, qu'on espère la plus rapide possible et la plus longue en termes de durée. Et puis l'autre traitement de suppléance, c'est la dialyse. Donc en fait, quand on arrive en insuffisance rénale terminale, on rentre dans un cheminement, un parcours où on met en place une fistule, où on apprend à monter nous-mêmes la machine de dialyse. C'était à quel âge pour vous, ça? C'était à 20 ans, 20 ans, en 2 ans 97. après, finalement, Oui, que oui, c'est ça. vous soyez diagnostiqué. Oui. Et avant les dialyses de nuit, parce qu'on va y revenir longuement dans cette émission, elle ressemblait à quoi, votre vie? Eh ben, en fait, pour revenir, j'ai eu un an catastrophique. J'ai eu une greffe, j'ai eu un rejet. Voilà, j'étais obligé de réapprendre mes dialyses. Et après, je suis revenu dans un cheminement de dialyse, d'hémodialyse de soirée, 3 fois 4 heures par semaine. Et en fait, je travaillais la journée. Et 3 soirs par semaine, de 18h30 à 22h30, j'allais dans le centre de dialyse de soirée. Et je rentrais chez moi à 23h. Donc j'avais vraiment 3 journées vraiment très complètes, Et vous rentriez pleines. épuisé, j'imagine. Et j'avais que 2 soirs dans la semaine pour rentrer chez moi, profiter un peu des soirées, quoi. Et quels sont les chiffres aujourd'hui sur les dialysés en France, globalement, si on Alors, prend, il y a 90 000 insuffisants rénaux terminaux en France. Et la fourchette, c'est environ 50 000 dialysés et 40 000 greffés. Et quelle est la proportion des gens qui travaillent encore et qui doivent justement découper leur vie La proportion de dialysés Parce qu'on a toujours l'impression que c'est les gens de 70 ans, 60 ans qui sont dans ces cas-là. Et au final, on se rend compte que de plus en plus de jeunes aussi Alors, sont concernés. l'âge médian de personnes dialysées, c'est 71 ans. Donc effectivement, c'est une pathologie plutôt âgée. Mais le tiers des personnes dialysées, des 50 000 dialysés, sont en âge de travailler. Et on estime environ, c'est vraiment une fourchette environ, mais il n'y a que 15% des dialysés en âge de travailler qui peuvent travailler et qui travaillent, quoi. Peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, Philippe Roland, c'est quoi une dialyse pour qu'on mesure? À quoi ça sert en fait? Ça sert à suppléer le rein, donc le rein ne fonctionne plus, et donc le rein qui est un filtre qui permet d'épurer le sang, de conserver d'éliminer les déchets et l'eau. Et donc une méthode de suppléance, la dialyse, c'est une membrane qui permet des échanges physiques et donc pour les déchets, et puis donc alimentée par une pompe à sang qui permet pendant 4 heures de faire circuler le sang. Donc on parle des dialyses classiques, il y a les dialyses de nuit, qu'est-ce qui va vous amener à ça? Je rajoute juste la membrane de dialyse, donc je l'ai amenée pour que, effectivement, donc, le sang passe à travers donc, cette membrane. Et puis il y a ce qu'on peut appeler aussi une machine à laver le sang, c'est-à-dire une pompe qui permet de faire circuler et le sang et le liquide qui va être au contact de ces membranes pour suppléer le rein qui est défaillant. Merci de l'avoir ramené, votre petit objet. Merci. Alors, qu'est-ce qui va vous amener, vous, Fabrice Huret, à vous diriger vers la dialyse de nuit et finalement quitter la dialyse de soirée? C'est quoi la grande différence entre les deux? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans l'hémodialyse, la filtration du sang, dont parle Philippe, il est évident qu'en ayant des dialyses plus longues ou plus fréquentes, on se rapproche d'un fonctionnement d'un rein classique. Et donc, du coup, en fait, quand je faisais mes dialyses de soirée, j'étais vraiment dans un cercle vicieux où j'avais quand même beaucoup de fatigue et peu d'envie de faire d'autres choses que de travailler. Et d'ailleurs, je pratiquais pratiquement plus le sport, en fait. Oui, vous n'aviez plus le temps.
je rentrais vraiment dans un cercle vicieux où je ne voyais pas du tout comment la suite de ma vie allait pouvoir s'améliorer ou, on va dire, de pouvoir vivre pleinement. Et du coup, mon néphrologue, au bout de 5 ans de dialyse de soirée, m'a proposé, et il y a eu la chance d'une ouverture d'un grand centre de dialyse à Montgermont, à côté de Rennes, et il m'a proposé la possibilité de faire des dialyses en chambre individuelle, mais de nuit. C'est-à-dire pendant la période de mon sommeil, je viens dans une chambre et je dors en même temps que je suis dialysé. L'avantage, c'est au lieu de faire du 3 fois 4 heures, on fait du 3 fois 8 heures. Donc du coup, le temps de durée de dialyse allongé, mais aussi la pompe, elle tourne moins vite. Donc c'est ce qu'on appelle les dialyses douces. Et en termes de qualité de vie et qualité de filtration, ça m'a redonné un regain d'énergie en fait. Et cette expérimentation en Bretagne, comment elle a commencé ? 25 ans, donc ça fait 25 ans que, sur l'initiative d'un médecin néphrologue et d'une équipe soignante sur Brest, donc Madame Guillaudot, nous avons mis en œuvre cette méthode de dialyse, très peu répandue en France, hein, donc c'est tout à fait marginal, donc, puisque là, en Bretagne, on assure probablement plus du tiers des dialyses de nuit. Et puis, toutes les équipes médicales et soignantes de l'AUB Santé ont essayé de proposer cette offre un peu personnalisée, sur mesure, convaincus et impliqués des atouts de cette méthode. Et c'est combien de Bretons qui sont concernés aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a 110 personnes qui se traitent dans les 7 unités de dialyse. Nous avons maillé le territoire, donc avec 7 unités de dialyse de nuit. Après 25 ans de recul, si je puis me permettre, quels sont les changements fondamentaux que vous observez, vous, dans cette méthode ? La méthode n'a pas changé. Les conditions matérielles, on peut changer également, parce que je pense qu'on avait d'emblée essayé de proposer une offre sur mesure. Mais ce qui a changé, c'est le retour des personnes qui se traitent et qui, aujourd'hui, hormis pour une transplantation, ne souhaiteraient pas abandonner cette méthode. C'est ça le retour, et je pense la meilleure reconnaissance que nous pouvons avoir. Pourquoi c'était important pour vous aujourd'hui que Philippe Rolland soit là ? Bon, j'imagine que c'est capital dans votre vie, ces dialyses de nuit, mais qu'est-ce qui vous a touché dans son approche aussi ? C'est une véritable approche humaniste, vraiment au cœur de la co-construction, du partenariat entre les soignants, les patients. Et puis, c'est forcément, en tant que directeur, c'est la personne principale qui apporte un véritable volontarisme de tous les acteurs de l'établissement pour mettre en place cette modalité qui a aussi ses contraintes en termes d'établissement, en termes de surcoût, en termes d'énergie à y apporter, en termes de bâtiments à mettre en place. C'est les seuls en France à proposer l'hémodialyse, pratiquement les seuls à proposer en chambre individuelle. Donc le confort d'un patient d'aller dans un hôtel dialyse, passer sa nuit, c'est juste extraordinaire, quoi. C'est vrai qu'on se demande pourquoi vous êtes les seuls aujourd'hui. Pourquoi cette expérimentation, elle ne fait pas des petits bébés un peu partout en France ? Alors, je peux pas répondre pour à la place des autres, mais je pense que parce que c'est probablement sans doute un peu plus difficile à organiser. Qu'est-ce qui est difficile ? Un peu plus difficile à organiser, mais fondamentalement, c'est l'implication médicale qui compte. L'implication médicale et la conviction, la motivation, la mobilisation des équipes médicales et soignantes. Et puis après, c'est effectivement aux gestionnaires, aux directeurs de mettre en œuvre les conditions qui permettent de fonctionner. Alors, c'est plus difficile à organiser parce que il faut trouver un effectif soignant qui s'adapte à ce rythme, pour qui cette mission est importante. Ils ne sont pas faciles à remplacer, donc c'est plus confortable de remplacer une infirmière de jour que de nuit, au pied levé. Donc ça répond à des compétences très particulières aussi pour le personnel soignant, donc impliqué, responsable, autonome. Parce que je pense qu'il faut, quand on travaille seul, la nuit, il n'y a pas une équipe autour, même si les médecins sont joignables, mais pour autant, on est seul. La nuit, on imagine toujours ce qui peut arriver, donc un débranchement pendant une séance de dialyse. La surveillance est un peu assouplie aussi, puisqu'il faut préserver l'intimité et le sommeil. Donc c'est plus difficile à
trouver du personnel motivé pour cette mission. Et puis il faut effectivement l'ensemble des équipes doivent être convaincus des atouts et de la plus-value de cette méthode. Médicalement, j'insiste, c'est-à-dire que ce sont quand même des prescriptions médicales et une orientation médicale. Est-ce que ça crée des liens particuliers aussi avec ce personnel médical que l'on croise quand même 3 fois par semaine, dans une intimité qui est la nuit où on dort? Bah oui, il y a plein de partage, d'intimité, même au niveau des soignantes qui travaillent la nuit. On le rapporte, on s'apporte mutuellement, humainement. Je pense qu'elles apprécient peut-être qu'on se livre un peu plus sur notre pathologie. Et surtout, en fait, comme on a une vie pleinement active, on partage beaucoup plus de choses, en fait, socialement. Sur le travail, sur les rencontres, sur les week-ends que je peux faire, le sport. Et en fait, on a même réussi à faire des courses entre soignants, on fait les fêtes de l'été. C'est vrai que oui, on voit bien qu'il y a d'autres patients qui sont un peu plus fatigués. Donc du coup, on est moteur dans l'animation aussi des activités dans le centre ou même ailleurs, quoi. Et depuis que vous avez commencé ces dialyses de nuit, le sport est revenu, repris sa place dans votre vie? Ah oui, complètement. Ouais. En fait, il est revenu comment au début un petit peu, en reprenant mes sports d'origine, les sports de raquette. Et puis, en fait, c'est un infirmier de nuit, Laurent, que je salue, et qui m'a challengé sur mon premier 10 km en course à pied. Et du coup, moi, je n'aimais pas trop courir. Vous n'aimiez pas courir? Dis donc. Pas trop, parce que je trouvais ça... J'aime le partage, les rencontres avec les gens. Et du coup, courir, ça nécessitait d'aller s'entraîner seul, en fait. Et il m'a fallu du temps pour aimer courir et aller m'entraîner seul, en fait, quoi. Et ce 10 km, lorsque vous avez franchi la ligne d'arrivée, vous vous en souvenez encore? Bah oui, parce qu'il m'est passé devant. Et... Ah mince. Et du coup, ça m'a un peu tilté. Et non, j'ai trouvé ça un symbole extrêmement fort d'être, on va dire... pseudo-valide dans une immensité de coureurs et d'être inclus comme ça socialement et sportivement. J'ai trouvé ça un beau message et ça m'a poussé à continuer un petit peu. Alors, expliquez-moi comment vous faites pour passer d'un 10 km au trail, parce que là, moi, je le conçois pas. Hein. Mais c'est pas compliqué, c'est vraiment pas compliqué. Ouais. Déjà, on se fait des contraintes, c'est-à-dire au lieu d'aller sur d'autres sports de raquettes, on privilégie déjà de garder la course à pied ou l'entraînement pour la course à pied. Donc on fait 3 séances par semaine. Et puis, puis on avale les kilomètres au fur et à mesure, comme ça arrive. Non. On veut la recette. Non, déjà on s'écoute. Ouais. Déjà on s'écoute, c'est vrai. Hein, quand on est fatigué, quand on a des douleurs, on s'écoute. On part sur d'autres sports. Moi, de plus en plus, j'intègre le vélo parce que c'est un sport qui permet d'être assis, et pas trop traumatiser les articulations. Donc j'intègre ce genre de choses. Je me suis essayé aussi au triathlon, à la nage. Donc faut déjà s'écouter et puis forcément pour faire du trail, après c'était la passion de la montagne qui est venue aussi m'emmener vers les hauteurs et vers les sommets. Et aujourd'hui, combien de trails à votre actif? Vous ne les comptez pas? Je les compte pas. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Je dirais une trentaine, une quarantaine. Alors, dernier grand défi que vous avez relevé, c'est le GR20 en Corse. On regarde un extrait de nos confrères de Stade 2 et on revient tout de suite après. Après 4 jours d'efforts intenses, le champion commence à souffrir. Les amplitudes de température sur le GR20 sont importantes. Fabrice serre les dents et réalise la chance qu'il a, malgré la maladie. Je suis vraiment bien mentalement, mais j'ai une petite douleur au-dessus du genou. C'est plus une douleur musculaire. Donc une pointe, j'ai du mal à descendre. Parce qu'on a enchaîné les descentes, c'était des terrains hyper techniques. C'était juste hallucinant la journée. C'était vraiment plein d'émotions. On s'est réveillé, le temps était dégueulasse, on se demandait ce qu'on allait vraiment faire. Et puis ça s'est levé, c'était juste magnifique, quoi. Magnifique.
Le corps de Fabrice est pourtant en souffrance. À cause d'une douleur musculaire, il est en plein doute. Mais Fabrice Huret n'est pas du genre à baisser les bras. Il s'accroche et termine ce défi hors norme pour un dialysé. Marcher comme ça sur les crêtes en pleine montagne, c'est juste splendide. Même verser ma petite larme là-haut, en me disant que j'avais une chance inouïe de vivre ces instants-là. À l'arrivée, ses amis sont là pour le féliciter. Sa traversée du GR20 est pour tous les malades un message d'espoir. Voilà pour cet extrait du GR20 en Corse. Ça a été Ouais. Non, c'était une aventure formidable. On est dans l'émission Vous êtes formidable, mais je voulais remercier aussi tous mes amis qui m'ont accompagné. On était un groupe de 25, 18 à courir et puis 7 dans la logistique parce qu'il fallait avoir un véritable apport logistique pour déplacer la machine de différentes étapes. Donc, tout seul, je n'y serais pas réussi, j'aurais pas réussi, mais c'était une formidable semaine avec tous les copains, quoi. On voulait vraiment avoir envie de redécouvrir la montagne après nos périodes difficiles de confinement, Covid, et on avait vraiment à cœur de se retrouver. Quel compétiteur êtes-vous ? Vous faites la compétition avec vous-même. Je dirais, à quoi vous pensez quand vous dévalez ces kilomètres à chaque fois, en fait ? C'est le challenge et puis la découverte des grands espaces et d'autres espaces. C'est vrai que j'évite de faire plusieurs fois la même course. Les rencontres avec les gens, voilà. C'est vraiment quand je m'entraîne et quand j'accumule les kilomètres d'entraînement, c'est penser à cet objectif de partage et de rencontre. L'objectif, c'est qui est la course, quoi. Bon, à savoir que je fais des courses parce qu'il y a un environnement médical et en termes de logistique qui est organisé dans les courses. Je peux, comme j'ai fait là, partir une semaine en Corse avec les copains. J'ai pas le goût du challenge et du dossard et du chronomètre. D'ailleurs, je cours pratiquement jamais avec ma montre, que ce soit en entraînement ou en course, quoi. Vous suivez souvent ces aventures parce qu'elle est née ? Moi, je ne suis pas sportif du tout. Et c'est un ouf. Je pense que ce qu'il réalise, c'est complètement dingue. Parce que moi-même, je suis concerné par tout ce qui est soins médical. Et je me rends compte que pour pouvoir faire ce genre d'exploit, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Et puis tout en sachant que il y a la maladie qui vous poursuit, qui est toujours là pour vous rappeler à un moment donné que vous pouvez peut-être avoir des limites, quoi. Donc non, moi je suis admiratif, c'est un truc de malade. Professeur François Carré, je reprends les mots de Pascal Lenné, est-ce que c'est un ouf Fabrice Huret quand on voit ce qu'il arrive à accomplir? Vous, en tant que défenseur, finalement, de cette pratique sportive. Moi, je ne pense pas que ce soit un ouf, dans le sens où tout est réfléchi, tout est pensé. C'est vrai que la première fois que Fabrice est venu me voir, c'était la premier trail à La Réunion. Il m'était adressé, en peut-être particulier par mes collègues, parce que moi, je pars du principe que rien n'est impossible à partir du moment où on met tout en place avec la sécurité qu'il faut. Le plus simple, comme je dis toujours à mes collègues médecins, c'est d'interdire. Ça, on peut tous le faire, dire non, vous ne pouvez pas, non, vous ne devez pas. Pourquoi on ne peut pas, pourquoi on ne doit pas? C'est parce que les autres ne le font pas. Et quand j'ai vu Fabrice venir me voir, je lui ai dit oui, moi je pense que c'est faisable. Maintenant, on ne va pas faire n'importe quoi. Et puis surtout, il faut voir le message que Fabrice comme Pascal apportent aux autres patients. Parce qu'une maladie chronique, bon, moi j'ai la chance d'être en pleine santé, j'ai la chance de faire de la course à pied depuis que je suis tout petit, j'ai cette chance-là. Mais quelqu'un qui n'a pas cette chance-là, c'est un fardeau, cette maladie. C'est quelque chose qui pèse sur les épaules. Et comme on dit, nous on emploie le terme de spirale de déconditionnement. Je bouge de moins en moins parce que je suis fatigué. Plus je suis fatigué, moins je bouge. Et puis je serai de temps en temps plus fatigué. Et là, il y a Fabrice et Pascal qui nous montrent que, non, je peux, si je veux, si je m'organise, si j'en ai la volonté, sortir. Et moi, je pense que pour les patients, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, ce sont des exemples qui montrent que c'est faisable. Et ce que vous dites aussi, c'est que l'on soit malade ou pas, le sport reste capital. Ah oui.
le fardeau dont je parle, la seule façon de le faire baisser, c'est de bouger, c'est de faire de l'activité physique ou du sport. Il n'y a que ça. Les médicaments, c'est pas ça qui vont le faire bouger, ce fardeau, le faire moins peser. Parce que si je ne bouge pas, j'ai une qualité de vie qui est très mauvaise. Et dans le cas de Fabrice Huré, quand vous partez sur un trail, à quoi vous veillez? Quels sont les paramètres que vous prenez en compte? Alors, Fabrice me contredira peut-être, mais au départ, on a pris plein de paramètres en compte parce qu'on avait peur. Donc, Fabrice, la peur reste quand même présente. Au départ, on ne sait pas. On est parti un peu dans l'inconnu avec Fabrice. Il nous a permis d'ouvrir des zones qu'on ne connaissait pas, qui m'ont resservi pour d'autres patients, transplantés cardiaques ou d'autres transplantations. Donc oui, quand il est venu la première fois, nous, bêtement, on s'est dit, oui, mais le potassium, et ceci, mais cela. Puis on s'est rendu compte que non, le corps, c'est une machine exceptionnelle. Il était allé, je me souvenais qu'il est parti faire des séances, et puis après avoir fait des séances assez longues, il revenait, on le faisait courir 1 heure ou plus sur tapis roulant, on dosait le potassium et tout, et rien changé. Donc ça, c'est des choses qu'on ne savait pas. En fait, il nous a servi aussi à montrer, et je pense que les néphrologues s'en sont rendus compte, qu'on se faisait des idées complètement fausses. Est-ce que vous avez le sentiment d'arriver à chaque fois à vos limites, ou est-ce à chaque fois, je me dis, parce qu'on a le réflexe en tant que journaliste de dire il réalise un exploit. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de réaliser un exploit, où vous vous dites non, moi je fais, et puis parfois j'y arrive pas Je dirais ma seule limite, c'est la contrainte de temps pour l'entraînement. En fait, je pense que si j'étais concerné à temps plein sur le sport, je pourrais être un vrai sportif de haut niveau et pouvoir faire des épreuves encore plus longues ou plus performantes. Après, ça dépend où est-ce qu'on met le créneau performance. Moi, je ne vois pas ça une vraie performance. Pour moi, ce qui est juste génial, c'est d'aller passer des heures dans la montagne, dans des endroits juste extraordinaires où on se sent revivre, en fait. Voilà, c'est d'abord ma passion qui m'emmène vers ces chemins-là. Philippe Roland, j'imagine que des dialysés qui font des trails, il n'y en a pas quand même un paquet. C'est sûr que la dialyse de nuit ne permet pas à tout le monde d'être marathonien. Mais je dirais cette méthode doit pouvoir être proposée et accessible à ceux qui expriment un peu, qui ont les besoins médicaux, professionnels ou sociaux. Alors, Fabrice donne effectivement un exemple et permet peut-être à certains autres patients de faire à leur échelle. Du sport, tout simplement. Exactement. Donc, si pour certains, faire 1 kilomètre, 100 mètres, 200 mètres, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est un très, très bel exemple. Et je dirais, ces exemples nous donnent aussi du sens aux professionnels qui travaillent au service des patients. On sait un peu pourquoi et pour qui nous travaillons, Et ça donne beaucoup de sens. J'imagine pour vous aussi, professeur François Carré, que ça bouscule aussi, en tant que professionnel, d'avoir des personnes qui sortent des sentiers battus, qui nous emmènent vers des chemins qu'on n'a pas empruntés, Au début, on se pose des questions, parce que, surtout qu'on a été plutôt élevé dans un système primum non nocere, il ne faut pas qu'il y ait d'accidents, etc., etc. Et quand il y a des gens qui viennent bousculer les habitudes, eh bien, ça nous permet d'abord, il faut écouter les gens, parce que je pense que c'est eux qui connaissent le mieux leur corps, et ça nous permet effectivement de voir, et puis comme je vous disais, ça nous permet d'avancer. Ça a révolutionné des tas de choses pour beaucoup de néphrologues, je suis sûr, de voir qu'on pouvait faire en étant dialysé, ce que fait Fabrice, et comme il le dit, pour lui, il le fait. C'est parce qu'il n'a pas plus de temps pour s'entraîner qu'il ne fait pas plus, c'est tout. Et ça ne m'inquiéterait pas qu'il fasse plus. Et votre message aussi à Fabrice Huré, c'est de dire que le projet de vie doit faire partie intégrante du projet de soins. Ça, c'est quelque chose, c'est votre petite marotte, vos petites chevals de bataille. Oui, parce que très rapidement, au début, mon médecin ne voulait pas que j'aille faire du foot parce que j'avais une fistule, il avait peur du choc. On peut se trouver des contraintes qui permettent de trouver la facilité de ne pas faire d'activité physique. Non, il faut vraiment déjà comprendre le projet de vie du patient avec cette pathologie pour essayer de mettre en place, en tant que soignant, des modalités différentes, des choses différentes. Je voudrais juste témoigner aussi que, en fait, mon message, effectivement, il apporte beaucoup d'espoir à plein de patients, mais il y a aussi des patients dialysés, effectivement, c'est exceptionnel, mais qui sont beaucoup plus sportifs que moi, en fait, qui ne le disent pas ou qui ne le montrent pas publiquement. Moi, je le montre publiquement parce que j'ai un message pour la dialyse longue de nuit, mais j'ai des patients qui ont voulu faire le marathon du Mont Blanc. On a aussi un patient
Julien, qui est en hémodialyse non nocturne, qui enchaîne les courses assez formidablement bien, quoi. On a aussi un patient qui vient de Nouvelle-Calédonie, qui fait 4 fois par semaine de la natation. Voilà, il y a des exemples. Gens formidables, en fait. Oui, il y a des exemples comme ça, mais on voit bien que beaucoup de personnes, c'est parce qu'elles ont une modalité adaptée à leur projet de vie qu'elles peuvent, grâce à l'activité physique, améliorer leur qualité de vie aussi, quoi. Et ce travail-là d'échange, vous le faites aussi dans le cadre d'AUB Santé. Il est devenu un ambassadeur aussi, quelque part, pour vous. Il ne fait pas partie du monde professionnel, mais il est concerné et en fait, il partage aussi. Oui, et puis il fait partie du conseil d'administration de la Fondation AUB Santé, donc il nous apporte son expérience et ses propositions. Je crois que Fabrice montre bien que ce qui compte, c'est d'adapter la dialyse à sa vie, et pas faire l'inverse. Donc je crois qu'il faut essayer de rassurer, d'entourer les personnes qui arrivent au stade de la suppléance aujourd'hui pour... je dirais, leur montrer que les projets continuent et que le traitement a des contraintes, certes, mais que les projets doivent se prolonger. On va s'éloigner un tout petit peu de l'univers sportif. Vous avez voulu mettre en lumière ce matin Pascal Lenné, votre ami. Pourquoi c'était important pour vous qu'il soit là ? Parce que je suis Pascal depuis aussi un certain temps. Je suis allé le voir aussi dans des moments très difficiles où il était en réanimation et c'était très compliqué. Pascal, il a été avec moi dès le début quand je lui ai dit que je mettais en place un documentaire et que j'avais besoin d'une musique de film, et ça m'aurait fait plaisir qu'il puisse prêter ses musiques. Ce qu'il a accepté aussitôt, et donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en lumière aussi dans le cadre des concerts qu'il va faire cet été. Fabrice, et inversement, vous avez contribué à amener à l'aboutissement de son premier album. Voilà. C'est ça. C'est ça, on a aidé avec l'association Les Amis du Don, modestement, dans le cadre d'organisation de manifestations en sensibilisation au don d'organes, à financer partiellement la sortie de son premier album. Pascal Lenné, la musique et vous, c'est une histoire... Qui date un petit peu. Qui date aussi, ouais, j'ai commencé à l'âge de 20 ans dans un petit groupe de reggae sur Rennes pour m'amuser, faire la fête comme tous les jeunes, quoi. En fait, malgré la maladie, je voulais profiter de la vie au max et puis pas avoir de regrets. Et puis après, ce projet-là de communiquer sur la mucoviscidose, il est venu un peu plus tard. C'est un projet qui a démarré au centre de Peraridi à Roscoff. Où un médecin est venu me voir, Madame Diroux, et elle me dit on mettrait bien un atelier chant et éveil musical pour les enfants, pour apprendre à respirer. Oui, justement, c'est capital. Puisque c'est vrai que lorsqu'on a la mucoviscidose, on a des déficiences à ce niveau-là. Et donc on a mis en place cet atelier qui existe toujours, et en fait ça permet d'approcher, je dirais, de travailler la respiration de manière plus ludique. Donc c'est un peu l'idée. Et lorsque on a lancé ce projet, moi je me suis lancé un défi. Au début, c'était de sortir un single. Et puis j'avais des textes que j'avais griffonnés depuis des années, puis que j'ai ressortis. Et puis un texte en appelant un deuxième, un troisième. On a sorti un premier album en 2015 qui s'appelle À bout de souffle. Et pour le coup, j'étais réellement à bout de souffle. Et justement, on va écouter un extrait de ce morceau À bout de souffle. Même si je souffre, respirer, respirer, s'endormir, aspirer, aspirer. Si la retourne, toujours avancer. Un coup de cœur pour toujours espérer. Le vent souffle, j'inspire, j'inspire. Le vent souffle, j'expire, j'expire. À bout de souffle, que nous reste-t-il? Fermez les yeux, mon cœur vacille. Voilà pour cet extrait d'À bout de souffle. On sent encore la petite note de reggae qui est restée quand même. Et vous le disiez, à bout de souffle, vous étiez à bout de souffle. C'est on ça. l'est souvent. C'est ça. En fait, j'ai réussi à vivre quasiment normalement, avec des contraintes d'aller à l'hôpital tous les 3 mois, à faire des perfusions pour pouvoir, je dirais, ralentir la maladie, mais qui a évolué quoi qu'il arrive. Et puis en 2015, juste avant cet enregistrement, je chope une infection qui me dégrade encore un peu plus, mais on continue d'avancer. On se dit,
on verra bien. Je monte sur scène, et à ce moment-là, il me reste à peu près 20-25% de capacité vitale, mais je vis mon rêve à fond. Je dis, bon, de toute façon, on verra demain. Enfin, il faut vraiment profiter de l'instant. Et puis en 2016, ayant poussé la machine à bout, entre guillemets, et après une longue réflexion, après beaucoup de peur, d'angoisse, je m'inscris sur une liste de greffe parce que je n'ai vraiment plus de choix. Je suis sous oxygène depuis un an et demi, quasiment 24 heures sur 24. Enfin, ça devient très très compliqué. Et j'ai la chance d'être greffé. Et ma vie, en 2016, c'était en mai 2016, donc ça fait déjà 6 ans. 3 semaines après l'hospitalisation, je ressors et je peux de nouveau marcher et de nouveau respirer normalement. Et là, tu te dis, c'est dingue. Donc j'ai un parcours un peu rock'n'roll parce que tout se passe bien. Donc on remonte sur scène, je sors un deuxième album qui s'appelle Renaissance. Et malheureusement, en 2019, suite à un simple examen médical, ma vie rebascule en 48 heures. Et je tombe dans le coma, je suis, pour ainsi dire, mort, puisque en fait, l'AREA annonce à ma famille que bon, bah, voilà, c'est quasiment terminé. Et je m'en sors miraculeusement. Donc, d'ailleurs, je passe le bonjour à toute l'AREA de Pontchaillou, parce que je suis encore vivant grâce à eux, en fait. Et j'ai beaucoup de séquelles, j'ai fait une septicémie, j'ai des amputations, Enfin voilà, je m'en sors, je ne sais même pas comment en fait. Et vous êtes là et je suis là aujourd'hui et je sors donc je reste 6 mois à l'hôpital. Je reprends à marcher, je reprends à parler. J'ai même fait de la dialyse comme Fabrice parce que, ayant fait une septicémie, mon corps s'était autoprotégé entre guillemets. Et donc j'ai fait de la dialyse pendant 3 mois. Enfin c'était chaud quoi. Et je sors de l'hôpital et je sors le clip Renaissance juste après pour dire on est reparti sur les routes. Et puis il y a eu le Covid entre-temps. Donc, et cette renaissance, vous avez envie de la vivre comment? Parce que j'ai envie de vous poser la question aujourd'hui, c'est, voilà, vous avez surpassé des épreuves. En fait, l'idée, c'est à travers la musique, malgré toutes les galères que j'ai pu vivre, c'est de montrer que, comme Fabrice le fait en faisant du sport, c'est que quoi qu'il arrive, on peut réaliser ses rêves, profiter de la vie et puis continuer d'avancer. Et c'est ce qu'on essaye de communiquer lorsque l'on fait des concerts, c'est de montrer aux gens que malgré le handicap, malgré tous les aléas qu'on a pu avoir, c'est de dire c'est une chose, mais on peut quand même faire des choses et aller de l'avant. Et donc cet été, j'ai la chance de participer à plusieurs grands festivals bretons. Et je suis super heureux que, d'ailleurs, je remercie tous les festivals qui vont nous accueillir. On vous souhaite en tout cas de jolis concerts. Vous, ce sera un autre programme pour vous. Pas la scène, pas de chance. D'ailleurs, c'est pas votre truc. Hein. Si. Oui, j'ai fait beaucoup de festivals de reggae. Tous les ans, je vais au Vieille Charrue. Je salue le centre de dialyse de Carhaix. Comment? Est-ce que vous montez sur scène? Non. Pour vous, le prochain défi, c'est le tour de Belle-Île-en-Mer. Ouais. Comment on se prépare à ce nouveau challenge? Difficilement déjà, parce que j'ai une petite douleur au moyen fessier, donc on s'écoute, on fait du vélo, mais ça va être un véritable challenge difficile. Mais ce qui m'a donné envie de faire ce trail, c'est le plus beau GR de France, il faut se le dire, c'est extrêmement magnifique. Donc il me tarde de profiter pleinement de ce tour de Belle-Île. Combien de kilomètres? 82 2000 mètres de dénivelé. Donc ce sera une quinzaine ou une 16 heures, je ne sais pas. Et j'avais une petite question, parce que tout au long de cette émission, elle m'a traversé l'esprit. Est-ce que vous croyez encore à une greffe? Est-ce que vous avez envie d'être greffé? Je suis inscrit. Ouais, toujours. La relation que j'ai avec les soignants, elle est aussi très proche. Et en fait, pour l'instant, même si je suis inscrit, il n'y a jamais eu de greffon qui m'aurait permis d'améliorer ma qualité de vie. Donc je suis hyper immunisé, c'est très très compliqué de trouver un greffon compatible. Donc je fais confiance aux soignants pour essayer de me trouver ça dans quelques années à ma retraite. Bon, en tout cas, on vous souhaite un beau tour de Belle-Île-en-Mer en septembre, c'est ça? Oui, c'est Merci d'avoir été avec nous. C'est la petite tradition de notre émission, l'heure de la photo. Merci à vous qui nous regardez chaque matin sur France 3 Bretagne. À demain. Merci à tous. Seen
see